Des milliers de mini-drones suicides se sont rués comme une nuée de criquets sur le président des États-Unis pendant qu'il pêchait. Mike a poussé le président dans le lac et a plongé à sa suite, l'entraînant profondément sous l'eau pour échapper de justesse à la dernière vague d'explosion. Cependant, quand Mike a repris conscience, il s'est retrouvé menotté à un lit d'hôpital. L'agent du FBI Allen lui a présenté des preuves irréfutables. On avait retrouvé ses empreintes dans le véhicule utilisé par les assaillants et un virement anonyme de 10 millions de dollars en provenance de Russie avait été crédité sur son compte juste après l'attentat. Il espérait obtenir le témoignage du président pour blanchir son nom, mais le chef du gouvernement était plongé dans un coma profond. Mike a été officiellement arrêté et conduit vers une prison fédérale. Sous le couvert de la nuit, soudain, une équipe de mercenaires lourdement armés a utilisé des brouilleurs électroniques pour neutraliser les 3 véhicules de transport. Les voitures d'escorte ont été retournées et le véhicule transportant Mike a été percé grâce à une charge directionnelle. Alors qu'on le tirait dehors, ses instincts ont pris le dessus. Il a compris que ce groupe voulait organiser sa fuite pour le faire passer pour un fugitif fuyant sa culpabilité. Profitant du chaos à l'intérieur du camion, Mike s'est battu pour saisir le volant, forçant le véhicule à percuter un grand arbre. Pendant que ses geôliers étaient étourdis, il a brisé ses menottes. Quand il a ôté le masque d'un mercenaire tué, il a été horrifié de découvrir que c'était un agent spécialisé qu'il avait entraîné lui-même. En un instant, Mike a deviné l'identité du cerveau de l'affaire. Ce qui a suivi a été une démonstration de survie digne d'Emmanuel. Il a fui jusqu'à une station-service et a utilisé un téléphone public pour transmettre ses découvertes à sa femme. Il était certain que le FBI surveillait les lignes et ne le croirait pas s'il s'adressait directement à eux. Sachant que le FBI avait déjà localisé l'appel et se rapprochait, il a détourné un gros semi-remorque lent. Il a foncé dans la forêt, abattant volontairement des arbres pour créer des barrières qui ont retardé la poursuite policière. Dans un geste décisif final, il a abandonné le camion et a disparu dans les bois denses, échappant avec succès aux caméras thermiques des hélicoptères de recherche. Il a rejoint une cache isolée hors réseau au fond de la forêt, un endroit sans télévision ni internet, où vivait son père, un vétéran aguerri à d'innombrables guerres. Tous deux ont attendu que les mercenaires suivent la trace de Mike. Lorsque les tueurs se sont approchés de la cabane, Mike et son père se sont glissés dans un tunnel souterrain pour prendre l'ennemi à revers. Le père a appuyé sur le détonateur, déclenchant un vaste réseau de pièges qui a éliminé toute l'unité de mercenaires. Really? You're welcome. Utilisant l'empreinte digitale d'un mercenaire mort pour déverrouiller un téléphone, Mike a appelé le cerveau pour confirmer ses soupçons. I'll find you. Puis lui et son père se sont rendus dans une ville voisine où Mike a volontairement exposé les coordonnées de la cabane devant une caméra de surveillance. Quand le FBI est arrivé sur place, ils n'ont trouvé que les indices laissés par Mike qui désignaient le véritable coupable. La piste a conduit le FBI à une société de sécurité privée, secrètement dirigée par le vice-président des États-Unis, Martin James Kirk. Tout le complot a été révélé au grand jour. Le vice-président avait conspiré avec la société de sécurité pour assassiner le président afin de prendre sa place de président par intérim. Il avait ensuite utilisé le pot de vin de